Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui, même s'il peut paraître un peu abstrait, façonne notre quotidien de A à Z, la financiarisation. C'est une force immense, souvent invisible, qui a un impact sur tout, du prix de notre épicerie à la façon dont les pays interagissent sur la scène mondiale. C'est une question que pas mal de monde se pose. Si on a l'impression que se loger ou même juste vivre, ça coûte les yeux de la tête, eh bien, c'est pas juste une impression. C'est vraiment le symptôme d'une transformation économique beaucoup plus profonde qui nous affecte tous, directement. Et pour mettre un chiffre là-dessus, regardez ça. 44 C'est le surplus de loyer qu'une firme financière peut aller chercher à Toronto comparé à la moyenne du marché selon une étude. C'est énorme. C'est la preuve, noir sur blanc, que le logement, c'est plus juste un toit. C'est rendu un produit financier super payant. Et c'est ça qui nous amène au cœur du sujet. Cette pression qu'on ressent tous les jours sur les loyers, sur le coût de la vie, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ça fait partie d'une histoire bien plus grande, celle d'un changement radical dans les fondations mêmes de notre économie. Voyons un peu comment les piliers de notre société ont été transformés. On parle ici d'un vrai changement de cap. Le logement, qu'on voyait comme un droit fondamental, est maintenant traité comme n'importe quel autre investissement sur les marchés mondiaux. Nos retraites, autrefois garanties, elles sont maintenant à la merci des hauts et des bas de la bourse. Les salaires, eux, stagnent parce que les profits sont de plus en plus dirigés vers les actionnaires. Et la dette, ce n'est plus juste un outil pour un gros projet comme une maison, c'est souvent devenu une béquille pour passer à travers le mois. Bon, la question à 100 piastres. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer un virage aussi drastique? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder sous le capot, voir la mécanique qui a changé toutes les règles du jeu. Et ce fameux moteur, c'est la financiarisation. C'est un mot un peu long, mais l'idée est assez simple. C'est un capitalisme qui a changé de focus. On est passé d'une économie qui visait à produire des biens et des services à une économie où le but principal, c'est de faire de l'argent avec l'argent. Pour le dire autrement, la financiarisation, c'est quand la logique des marchés financiers s'infiltre partout dans la société. Les décisions importantes ne sont plus prises en fonction de leur impact sur la production ou sur l'emploi, mais d'abord et avant tout en fonction de leur effet sur les rendements financiers. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on avait une économie où les profits étaient réinvestis dans l'entreprise, dans les salaires, dans l'innovation pour le futur. De l'autre, on émettait une économie obsédée par les résultats du prochain trimestre. L'objectif numéro 1, c'est de maximiser la valeur pour l'actionnaire tout de suite en aspirant les ressources vers les dividendes au lieu de les investir dans une croissance durable. Et ce basculement, on peut même le chiffrer. Des recherches ont montré qu'il y a un seuil critique, 5,82 %. Quand une entreprise qui, à la base, ne fait pas de finance, détient plus de 5,82 % de ses actifs sous forme financière, sa performance dans son vrai métier commence à piquer du nez. C'est comme si elle se désindustrialisait de l'intérieur. OK, maintenant prenons un peu de recul. Ce mécanisme ne touche pas seulement les individus ou les entreprises. Il va jusqu'à contraindre les décisions de pays souverains. Le pouvoir de la finance mondiale agit un peu comme un gouvernement de l'ombre. Voici comment ça se passe très concrètement. Imaginons qu'un gouvernement, démocratiquement élu, veuille investir massivement en santé ou en éducation. Aussitôt, des agences de notation, des entreprises privées, rappelons-le, peuvent sonner l'alarme en disant que c'est risqué pour le déficit. Une simple dégradation de la note de crédit et c'est la panique. Les capitaux fuient, les taux d'intérêt grimpent en flèche et le gouvernement se retrouve le dos au mur, souvent obligé de faire marche arrière. C'est ça, la fameuse discipline des marchés. Comme le disent les sources, la souveraineté s'érode à travers le droit commercial où le capital financier possède des outils pour saisir des actifs étatiques ou bloquer des paiements internationaux. En termes clairs, ça veut dire que la dette d'un pays peut être traitée comme un simple contrat privé jugé par des lois étrangères. Des fonds d'investissement peuvent littéralement poursuivre un État et l'empêcher d'agir, même au milieu d'une crise. On arrive ici à un vrai paradoxe. Pourquoi une puissance comme les États-Unis aurait-elle adopté avec autant d'enthousiasme un système qui semble, à première vue, scier la branche sur laquelle elle est assise, c'est-à-dire sa base industrielle? La réponse, il faut la chercher dans une perspective historique un peu plus large. Pour éclaircir ce mystère, on peut se tourner vers la théorie d'un sociologue nommé Giovanni Arrighi. Selon lui, la financiarisation n'est pas tant un signe de force, mais plutôt le symptôme classique d'une superpuissance qui entre dans la phase d'automne de son règne. D'après Arrighi, les grandes puissances suivent un cycle prévisible. Ça commence par une phase d'expansion matérielle basée sur l'industrie, sur le fait de faire des choses. Puis arrive une crise quand cet avantage industriel commence à s'effriter. C'est précisément à ce moment-là que la puissance dominante se tourne vers la finance pour maintenir son statut juste avant d'entrer dans une crise finale qui ouvre la porte à un nouveau joueur. Donc, le point clé, c'est ça.
Quand ça devient moins payant de fabriquer des choses parce que la compétition mondiale est trop forte, le capital trouve refuge dans la finance. Ça peut donner une impression de dynamisme, une sorte de boom économique, mais en réalité, ça affaiblit l'économie productive de l'intérieur et la rend de plus en plus dépendante de la dette. Bien sûr, cette domination financière de l'Occident ne se fait pas sans opposition. En réaction à ce qu'ils voient comme un système à leur désavantage, plusieurs pays du Sud, avec en tête le bloc des BRICS+, ont commencé à bâtir leur propre système financier en parallèle. Leur motivation principale, c'est l'utilisation du dollar et du système financier comme une arme politique. Le gel des réserves russes, par exemple, a été un véritable électrochoc pour beaucoup de pays. Ils ont réalisé que leur accès au système mondial pouvait être coupé du jour au lendemain. Alors, ils cherchent à construire des alternatives pour reprendre le contrôle de leur économie. Et ce n'est pas juste des belles paroles. Des institutions très concrètes voient le jour. La nouvelle banque de développement, par exemple, finance des projets d'infrastructure sans imposer les conditions d'austérité souvent associées au FMI. Le projet M-Bridge vise à permettre des paiements directs entre pays sans passer par les banques américaines. Et BRICS-Pay est pensé comme un concurrent direct au système SWIFT. C'est tout un écosystème qui est en train de naître. L'impact se fait déjà sentir. Regardez, plus des 2/3 du commerce entre les pays BRICS se fait maintenant dans leur propre monnaie nationale. Ça réduit considérablement leur dépendance au dollar. La dédollarisation, on en parle beaucoup, mais là, elle est en action. La montée en puissance de ce système parallèle nous place vraiment à une croisée des chemins. Cette compétition entre l'ordre financier actuel et cette nouvelle architecture en construction va sans aucun doute définir le reste du 21e siècle. En gros, deux grands scénarios se profilent à l'horizon. D'un côté, une fragmentation hostile, un monde divisé en blocs financiers rivaux avec des guerres de devises constantes et un risque de conflit qui augmente. De l'autre, une multipolarité coopérative, un monde où les grandes institutions mondiales seraient réformées pour être plus justes et assurer une stabilité économique partagée. Au-delà de la géopolitique, l'enjeu réel, le vrai défi, c'est de remettre la finance à sa place, c'est-à-dire comme un outil au service de l'économie réelle, du bien-être des gens et de la santé de notre planète, et non plus comme un maître qui dicte toutes les règles. C'est donc la question qui reste en suspens. Est-ce que le futur sera dicté par la logique implacable de la finance mondiale ou par la volonté des peuples et des nations de reprendre en main leur destin? L'issue de ce bras de fer dessinera le monde de demain. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute.